Sur l'actualité, avez-vous été convoqué, comme l'a dit le ministre Lambert Mende, par un diplomate pour une rencontre avec des opposants et des hommes de la majorité? Convocation, c'est trop dire. Je pense que dans l'une des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y avait une requête à l'intention du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de pouvoir jouer en République démocratique du Congo un rôle de bons offices. Alors dans ce cadre-là, j'ai déjà eu à participer à quelques rencontres à l'initiative de représentant spécial, M. Kobler. J'ai rencontré aussi bien d'ailleurs, séparément, des acteurs de l'opposition, des acteurs de la majorité, et puis une fois, les acteurs de l'opposition et de la majorité à la fois. Le samedi, le président de la République a réuni le corps diplomatique pour justement dénoncer ce que le ministre Mende a appelé dans son communiqué de presse et dans son passage sur quelques télévisions de tentatives de mettre en place des structures parallèles et qui frisent une sorte d'immixtion dans les affaires internes de la RDC. C'est aussi votre point de vue? Bon, je pense que je n'étais pas à la réunion que le ministre Mende a résumé. Ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait peut-être bien clarifier à quoi consiste cette mission de bons offices. Quoi qu'il en soit, je pense que les acteurs politiques congolais doivent comprendre que le processus politique, démocratique, électoral, doit d'abord être une affaire des Congolaises et des Congolais. Et donc je pense que ça ne sert à rien de stigmatiser d'abord la communauté internationale. Il faut stigmatiser l'extraversion des élites congolaises. Ce sont les élites congolaises qui doivent comprendre qu'elles doivent s'assumer. Le processus démocratique est d'abord un processus des Congolais. Cela étant, nous ne vivons pas dans un monde à vase clos. Cela veut dire que nous pouvons aussi échanger avec d'autres. Mais il ne faudrait pas croire que ceux qui viennent d'ailleurs deviendront les arbitres de notre jeu politique. Notre jeu politique, c'est une affaire de Congolais qui doivent s'assumer et qui doivent mettre les lois de la République au centre de leurs préoccupations. Le calendrier électoral de 2015 a été publié. Est-ce à dire que toutes les contraintes organisationnelles ont été aplanies? Lorsque nous publions le calendrier électoral, cela veut dire que la somme des contraintes d'organisation ont déjà été évaluées, que les responsabilités sont établies et qu'il y a déjà une collaboration interinstitutionnelle engagée. Cela veut dire que ce calendrier, c'est un calendrier que nous allons tenir parce que nous l'avons publié. Au sujet du budget, par exemple, un peu plus de 160 millions de dollars, paraît-il. Avez-vous déjà du cash ou y a-t-il des promesses fermes, des engagements fermes? Nous procédons avec le gouvernement par plan de décaissement. Nous avions d'abord introduit au gouvernement le premier plan opérationnel qui concernait les opérations préélectorales et notamment l'opération de cartographie opérationnelle et de fiabilisation du fichier électoral. Nous avons convenu avec le Premier ministre et le ministère du budget des Finances d'un budget de 29 millions de dollars dont combien, je crois, 18 ont déjà été décaissés. Et ça continue. Et nous sommes en train de préparer maintenant le plus grand plan opérationnel après la publication du calendrier. Nous allons nous retrouver. De toute façon, le plan de décaissement, l'avantage, c'est que nous savons exactement, jusqu'à la fin de cette année, quelles sont les opérations que nous allons conduire, combien elles vont coûter et quand est-ce qu'elles interviendront. Alors, je voudrais peut-être, pour terminer sur ce point, indiquer que nous avons la chance que
la préparation et l'organisation des élections urbaines, municipales et locales va pouvoir se faire sur deux exercices budgétaires. Cela veut dire que ce que nous n'aurons pas obtenu en 2014, nous pouvons encore l'obtenir en 2015 et boucler le budget. Élection présidentielle conditionnée par un recensement administratif. Où en est-on selon vos partenaires du gouvernement? Le ministère de l'Intérieur notamment. Le ministère de l'Intérieur est déjà très en avance sur un certain nombre de points. Recensement administratif, je pense que le ministère de l'Intérieur avait déjà prévenu un peu tout ce qui pourrait arriver après. Pourquoi? Parce qu'il a lancé déjà l'appel d'offres concernant ce recensement administratif en 2011. Et BESECO a déjà choisi l'entreprise qui va accompagner le ministère de l'Intérieur par appel d'offres, à savoir la société chinoise Huawei. Il appartenait maintenant au ministère des Finances de pouvoir établir le mécanisme de financement. Le ministère des Finances aussi a déjà envoyé une requête de préfinancement à la banque Exim Bank Chine, ce qui fait que c'est une opération au contraire qui peut rassurer si cette requête aboutissait, parce que ça veut dire que l'opération sera préfinancée et que c'est sur base de la vente de la carte d'identité et des autres imprimés de valeur, c'est sur une longue période que cela va se rembourser. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pression financière pour cette opération de recensement administratif. Ce qui serait maintenant bon, c'est que tout le monde fasse diligence pour que cette opération commence le plus tôt possible, parce que comme nous l'avons déjà indiqué, c'est une opération cruciale pour les élections de 2016, en l'occurrence les élections législatives. En 2016, ira-t-on voter avec la carte d'électeur actuelle ou la nouvelle carte d'identité? Le législateur est clair là-dessus. Nous allons voter sur base d'une liste électorale que nous aurons tirée du fichier de l'état civil. Donc la carte d'identité sera indispensable à l'horizon de 2016, avec un récépissé de votre reconnaissance du bureau de vote. Circonscription électorale en 2015 sur base de nouvelles ou d'anciennes provinces? Les circonscriptions électorales pour les élections urbaines et municipales locales sont beaucoup plus petites que la province. Donc elles peuvent se faire, bien sûr, sur n'importe quelle base. Cela veut dire que la circonscription en milieu rural, c'est le groupement, et en milieu urbain, c'est la commune. Mais comme vous le savez, les mécanismes d'enregistrement exigent des systèmes d'encodage, et le système d'encodage commence par le code de la province. Alors, il est important qu'on ait les 26 nouvelles provinces pour permettre que cet encodage-là ne puisse pas être perturbé plus tard par d'autres systèmes d'enregistrement. Donc, j'espère bien que le Parlement, qui est en train de se pencher sur cette loi de délimitation des 26 provinces, pourra terminer durant cette session parlementaire sa tâche de pouvoir doter le peuple congolais de cette loi-là, indispensable pour pouvoir bien mener l'opération d'encodage des entités. Il y a une sorte de polémique sur ce que veut dire arriérés électoraux de 2006. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bon, je pense que les arriérés électoraux, on n'invente pas la roue. C'est quand même quelque chose de clair. Comment est-ce que vous définissez les arriérés électoraux? C'est par rapport à la loi électorale. Ce n'est pas par rapport aux supputations des acteurs. En 2006, la loi qui a été votée, c'était une loi portant organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales. Toutes les autres élections ont eu lieu, sauf les élections urbaines, municipales, locales. La nouvelle loi, elle-même modifiant l'ancienne, a maintenu le même
le même rythme. C'est une loi modificatrice portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. En clair, pour 2006, les arriérés sont des élections urbaines, municipales et locales. Pour 2011, ce sont les élections provinciales, sénatoriales, urbaines, municipales et locales. Pour les locales, c'est un double arriéré. Selon la loi. L'élection dans la territoriale au second tour ne rencontre pas l'assentiment de l'opposition. Pourquoi ne pas élire les bourgmestres, par exemple, au suffrage direct? Le monde serait beau si partout dans le monde on ne faisait que des suffrages directs. En République démocratique du Congo, un suffrage direct coûte en moyenne 200 millions de dollars. Si vous le multipliez comme du pain, vous-même vous allez voir quel est le budget y afférent, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'électoralisme. Cela veut dire le coût des élections sera tellement élevé que nous ne ferons que des élections. Le problème, je crois que c'est une question de réalisme. Le suffrage universel, c'est le principe de base que nous trouvons dans l'article 220 intangible. Mais l'article 5 nous dit le suffrage universel peut être direct ou indirect. Donc le constituant lui-même a déjà établi ces deux modes de scrutin. Alors, il appartient à nous de les articuler dans un système électoral régulier. Et par rapport à cela, je pense que nous devons savoir qu'une élection urbaine, municipale, locale, qui commence par ce qu'on appelle les élections municipales locales, donc conseiller de communes, conseiller de chefferie et conseiller de secteur, c'est une élection grandeur nature où le peuple congolais s'assume avec plus de 7000 circonscriptions électorales. Dès là, le peuple congolais peut facilement permettre, de la part évidemment de la Constitution des lois, que les élus venant de ce grand suffrage puissent élire d'autres élus. Pour le moment, de toute façon, à ce qui concerne les bourgmestres, à ce qui concerne les conseillers urbains, à ce qui concerne les maires de ville, la loi n'a pas encore changé. En 2006, c'était la même. Dans le processus de 2011, c'était la même chose. Donc, sur ce point, rien n'a changé. À ce qui concerne maintenant les autres élections, la CENI a donné une proposition, mais parfois qui est mal comprise. La proposition consiste à dire à quelles conditions le système électoral congolais peut être régulier et ne plus connaître de dysfonctionnement. La CENI vous donne une réponse en disant si nous maintenons les scrutins directs actuels, il y en a 4, alors souffrons que nous puissions commencer par le scrutin qui concerne les municipales et les locales, parce que les élections locales elles-mêmes, on ne peut pas les combiner avec une autre élection. C'est une élection grandeur nature pour un pays qui est un sous-continent et sans infrastructure de base réelle, notamment dans les milieux ruraux, c'est encore beaucoup plus grave. Et sur cette base, la CENI répond qu'il est possible de pouvoir organiser le même jour élection présidentielle, élection législative nationale et élection des députés provinciaux. La CENI donne une deuxième proposition. Pour élargir le corps électoral des gouverneurs de province et de sénateurs, dont le corps électoral actuel n'est pas satisfaisant au regard des missions d'observation, toutes confondues, mais la CENI dit qu'il est possible aussi que les conseillers de communes, les conseillers de chefferie et des secteurs puissent élire le même jour. Outre les élus que j'ai déjà évoqués, les gouverneurs et vice-gouverneurs et les sénateurs. À ce qui concerne l'élection des députés et les députés provinciaux. À ce qui concerne l'élection des députés provinciaux au second degré, donc par les élus locaux, cela se fait en Espagne. Ici, beaucoup
y voit une sorte de tentative de triche. Vous savez, la tricherie, je ne sais pas si c'est devenu une seconde nature des Congolais, je m'inscris à fond contre cela. Il faut lutter contre les antivaleurs au lieu de chercher à être complaisant et à commencer à définir le Congolais comme étant le tricheur né. Je ne pense pas que les Congolais puissent se complaire dans des qualificatifs pareils. Du reste, je pense que l'on n'a pas bien compris à quoi consiste l'élection au second degré. Il s'agit des élus locaux qui vont élire en restant dans leurs assemblées locales, cela veut dire sur l'assemblée de la province. On parle de chefs-lieux de chefferie, des chefs-lieux de secteurs et des communes. Il ne s'agit pas comme l'élection des députés provinciaux, une élection qui se passe dans une même salle, donc au chef-lieu de la province. Donc ça veut dire que le vote ne devient même pas uniquement individuel, il devient aussi communautaire. Le gouverneur de province doit négocier un projet de société avec l'ensemble des communautés de sa province, et c'est cela aussi l'effort de la démocratisation. Quand cela ne tienne, la CENI a donné des propositions. Il appartient au Parlement de pouvoir, après un débat démocratique, de décider. Donc la CENI ne tient ni à l'un ni à l'autre. La CENI vous dit voici la faisabilité, c'est son rôle. Et dès que sera décidé, mais la CENI dit voici la recette que je vais vous appliquer. Si vous choisissez l'élection des députés provinciaux au second degré pour élargir le corps électoral des gouverneurs et des sénateurs, ces élections-là auront lieu en 2015. En même temps que les autres. Si vous choisissez au suffrage direct, ces élections auront lieu en 2016. Voilà ce que dit la CENI. C'est ainsi que beaucoup recherchent des garanties pour 2015 ou 2016. Qu'est-ce qui a changé depuis 2006? La loi ou l'homme? C'est par rapport à qui? Par rapport à vous, au système garantique, et que ce soit les électeurs ou les candidats recherchent. Bon, d'abord, je pense que les lois de la République, c'est celle-là que nous mettons en application. La CENI, c'est un organe de 13 membres, l'organe de décision, dont 6 membres du bureau. J'aimerais bien que de plus en plus, nous puissions comprendre que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et selon l'article 211, cette institution est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, les opérations de vote, le dépouillement et le référendum. Mais la Constitution termine en disant elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Et donc, il y a maintenant 13 personnalités qui ont été choisies par différentes sensibilités congolaises pour pouvoir décider du sort des élections et pouvoir les organiser à toute indépendance, à toute neutralité et impartialité. Justement, avez-vous les moyens pour faire mieux que 2011? De toute façon, nous ne sommes pas venus pour ne pas faire mieux, parce que tout le monde avait décidé de changer la loi pour améliorer le processus électoral. Donc nous sommes devant un grand défi de pouvoir bien organiser les élections futures. Il ne faut pas nous défiler là-dessus, c'est notre mission, c'est notre engagement. Croyez-vous avoir ces moyens? Depuis un an, parce que nous allons totaliser un an, nous n'avons ménagé aucun effort pour pouvoir mobiliser les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. À ce qui concerne les moyens humains, je pense que nous sommes en train de procéder à la professionnalisation des membres et des cadres. Et nous pouvons être fiers de cela, puisque c'est en République démocratique du Congo qu'il y a l'école de formation électorale.
la première plus grande initiative africaine en matière électorale d'appropriation de l'expertise électorale. Vous pouvez être fiers de cela parce que maintenant il y a plus de 25 pays qui ont adhéré aux formations de cette école-là. Alors développons-la, développons le professionnalisme et l'expertise en tenant compte des exigences du cycle électoral, en tout cas c'est notre engagement, et puis développer une conduite intègre des élections. Donc nous sommes décidés, mais nous ne pouvons pas vous donner des pétitions de principe. Vous nous verrez à l'œuvre, et j'espère qu'au lieu de nous faire des procès d'intention, il faut attendre que l'organisation ait lieu, mais dans le débat, vous pouvez au niveau mieux prévenir que guérir. Nous sommes ouverts aussi à toutes les propositions qui peuvent venir des uns et des autres, contrairement à l'impression que ça donne. Non, nous sommes très très ouverts aux propositions pour améliorer le processus électoral congolais. Justement, qu'en est-il de ce cadre de concertation, très contesté par beaucoup? Ah non, les cadres de concertation ne sont pas contestés parce que ce sont des cadres qui ont connu un grand succès. Si vous prenez le comité de liaison, nous sommes maintenant à 77% d'adhésion. Comment ça se fait qu'ils ont contesté beaucoup? Non, je vous dis, nous sommes à 70%. Le calendrier. Nous sommes à 77% d'adhésion. Il y en a même qui ont demandé la suspension. Non, nous sommes dans un débat démocratique. Quelqu'un peut demander. Mais il faut savoir si ce qu'il demande a un fondement constitutionnel ou légal. C'est-à-dire que c'est cela maintenant la norme. Nous avons des cadres avec la société civile. Ce cadre marche très bien. Ils sont à leur début, mais nous avons totalisé déjà plus de 22 réunions de 5 heures chaque réunion d'échange. Donc ça veut dire que ces échanges, ce sont des échanges importants et même fructueux. Et j'espère que ça va continuer. Ça va continuer. Nous allons faire une grande tournée maintenant en province, parce qu'il ne faut pas aussi que Kinshasa puisse penser que c'est la République démocratique du Congo. Donc la grande tournée en province aussi va nous aider d'échanger encore davantage avec les autres parties prenantes au processus électoral. Venons-en à présent à la pétition Sauvons la RDC de Martin Fayoulou. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été reçue à la commission électorale? Bon, d'abord, je pense que nous avons déjà reçu cette pétition dès lors que ce qui l'a mené... On avait suivi dans les médias des images et des déclarations. Je vais vous donner, dès lors que ceux qui avaient mené cette pétition ont respecté les clauses que nous avons données pour les recevoir. Parce que quand vous allez chez quelqu'un, vous ne décidez pas de votre accueil. Et donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, concrètement, c'était quoi? Ils voulaient quoi que vous n'avez pas voulu leur accorder par rapport à l'accueil? Si vous amenez un courrier à la CENI, quel est l'organe qui vous accueille? C'est le secrétariat pour vous donner l'accusé réception. Ils ont demandé qu'il y ait des membres du bureau. OK, ils sont venus. Après, ils ont demandé qu'il y ait la médiatisation. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui médiatise la réception des courriers? Pour eux, c'était un gros truc, hein? Non, mais nous sommes là des institutions, il faut de la discipline aussi. Donc, nous ne fonctionnons pas sur base comme un moulin avant. Non, nous fonctionnons avec des règles. Vous voulez amener votre courrier, eh bien, c'est l'accusé réception que vous pouvez aller brandir avec les médias pour dire j'ai remis le courrier. Mais vous ne pouvez pas venir avec des normes qui ne sont pas les normes prévues par l'institution. Est-ce que vous aviez contre la médiatisation? Non, la médiatisation se fait sur base d'un certain nombre de protocoles. Je vous dis, quand quelqu'un amène un courrier dans une institution, partout dans le monde, vous faites quoi? Lorsque les confessions religieuses amènent la pétition à New York, on leur permet d'entrer avec les caméras pour que le secrétaire général reçoive ça. Pourquoi voulez-vous qu'en République démocratique du Congo, on invente la roue, on invente des histoires qui n'existaient pas? Quand vous arrivez partout dans le monde, même ici dans des ambassades ou ailleurs, on vous dit laissez votre caméra, votre téléphone dehors. Mais si c'est ça ce qu'on vous a demandé, vous laissez ça dehors.
Et ça s'arrête là. Alors, est-ce qu'on va poser la question, pourquoi quand vous allez à l'ambassade des États-Unis, on vous demande de laisser dehors, vous laissez dehors. Quand vous demandez à l'institution de laisser dehors, ça devient un problème. Non, nous devons quand même respecter. À l'Assemblée nationale, ça avait été médiatisé. Mais l'Assemblée nationale, le nom le dit, c'est une Assemblée nationale. Alors, chaque institution a ses règles du jeu. Nous ne sommes pas des parlementaires. Nous sommes une institution d'appui à la démocratie technique, chargée de l'organisation des élections. Et nous avons un certain nombre de règles et de jeux qu'il faut respecter. Et si nous vous les fixons, eh bien, il faut quand même un minimum de respect de l'institution. Sous la pression de l'opposition, avez-vous envisagé de démissionner un jour? La démission, d'abord, c'est une question de probité morale. Je ne veux pas démissionner sur base d'accusations fantaisistes. On raconte des histoires, les unes ou les autres, je ne sais pas où est-ce qu'on les enlève. Et moi, je vais démissionner sur quelle base? Non, je pense qu'il y a une loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. C'est cette loi que nous suivons en République démocratique du Congo. S'il y avait un élément probant qu'il y a violation de cette loi et que l'on a saisi l'institution compétente dans la matière, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, mais c'est possible pour n'importe qui. Mais la CENI est une institution indépendante qui ne va pas souffrir des méthodes d'intimidation, des méthodes fallacieuses de manipulation. Je vous informe que tant que je la dirigerai, elle va faire de l'indépendance une grande priorité. Et elle ne va pas accepter des manœuvres dilatoires qui n'ont rien à voir avec l'organisation des élections. Quand vous dites manœuvre dilatoire, vous faites allusion à quoi? Vous m'avez parlé par exemple de la pétition. C'était ça des manœuvres dilatoires. Parce que, indiquez-moi où est-ce qu'on dit qu'on peut faire une pétition contre la CENI. Vous allez me dire dans quelle constitution, dans quelle loi. Quand vous me retrouvez l'article, je vais vous dire que c'est sérieux. Et dans quel monde ça se fait? Vous me direz dans quel pays ça se fait. Parce que, autre chose est de se dire, nous voulons la démocratie. Alors, nous développons un espace démocratique qui fonctionne sur les règles de droit, pas sur ce que chacun invente à longueur de journée. À partir de là, c'est le respect de ces règles de droit qui nous permet que nous puissions développer et vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble vient justement du fait que ce ne sont plus mes caprices que tout le monde va suivre ou mes humeurs, mais ce qui est établi. Et par rapport à ce qui est établi, eh bien la commission électorale, de manière intrinsèque, est réputée indépendante. Donc elle doit prendre ses décisions de manière indépendante. Et à partir de là, elle prend ses décisions aussi de manière collégiale. C'est une responsabilité collective. Lorsqu'on commence à faire une personnalisation du pouvoir, qui sont des histoires qu'on devrait oublier en République démocratique du Congo, parce que ça nous rappelle la dictature des tristes mémoires. Alors, on ne peut pas continuer avec ce type de pratique. J'ai donné à tout le monde l'information. Depuis que nous avons commencé notre travail en juin 2013, toutes nos décisions ont été prises à l'unanimité. Et il n'y a aucun membre qui a déjà dit à qui que ce soit que le président de la CENI a déjà pris des décisions unilatérales. À partir de là, c'est ce que j'appelle des manœuvres dilatoires, d'essayer de pouvoir raconter des histoires qui n'existaient pas. Il faut d'abord me donner le fondement de ce que vous avancez. Si vous trouvez le fondement de ce que vous avancez, à partir de là, au moins, on peut vous croire.
Et pour le moment, il n'y en a pas. Avez-vous conscience d'être parmi les hommes les plus détestés de la RDC? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai l'avantage... Il y a eu plus de 54 000 personnes qui ont apposé leur signature sur un document qui disait Malou Malou dégage. Si j'étais partisan de manœuvres dilatoires comme ces manœuvres-là, j'aurais obtenu à peu de jours plus d'1 ou 2 millions. Je peux vous le prouver. Donc ça ne m'intéresse pas, ça ne m'impressionne pas. Parce que c'est ça justement la manipulation. Pour vous, 54 000, nous sommes dans 54 000, c'est du beurre. Non, C'est rien du tout. Nous sommes dans une nation de plus de 70 millions de Congolais. Nous devons quand même apprendre à les respecter et à respecter les règles des jeux. Comme je vous dis, si je devais récolter ça, je les récolterais facilement. Mais je trouve que ce n'est même pas correct. Parce que est-ce l'exercice démocratique qu'on nous demande? D'aller dans la rue récolter les signatures? La loi nous dit que la Constitution elle-même, que vous pouvez récolter 100 000 signatures pour pouvoir proposer une réforme constitutionnelle. C'est-à-dire, vous récoltez des signatures pour pouvoir construire. L'article 218. Ouais. Maintenant, si c'est pour déstabiliser simplement les gens, ça devient des manœuvres que je n'ai pas trouvées dans la loi. Ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y a moyen de s'exprimer autrement. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de 54 000 signatures. Si on a des propositions, on est citoyen congolais, et tout citoyen congolais a des droits et des devoirs. Donc vous pouvez amener vos propositions concrètement. N'importe quel citoyen, vous êtes chef des partis politiques, mais vous amenez vos propositions. Ok. Je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela. Je suis d'accord avec ceci ou cela. Mais non, je conteste. Donc moi, loin de là de vouloir diaboliser les gens qui critiquent la CENI ou contestent les positions de la CENI, nous avons accepté la démocratie, eh bien nous avons accepté l'espace public où on confronte les points de vue. Mais si on veut confronter les points de vue, il ne faut pas chercher une chose de son contraire. Il ne faut pas vouloir imposer la pensée unique, où on fait des oracles contre les personnes, là où il faut des débats d'idées et des confrontations des positions. Au lieu du choc des idées, jaillit la lumière. Alors, moi je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit faire beaucoup de tours, là où il peut aller tout droit dire, voilà moi ce que je veux. Et on va considérer. Donc ce n'est pas parce que vous avez fait ces manœuvres dilatoires qu'on va vous croire. C'est lorsque vous venez avec des arguments de raison et qu'on dépassionne les débats. Parce qu'en fait, ce sont les passions politiques qui nous égarent au lieu de construire ensemble la nation. Et c'est ça qu'il faut éviter. De se laisser aliéner par des passions politiques au lieu de se dire, nous allons. Dans le bruit, personne ne peut comprendre l'autre. Alors, ça me pousse à revenir à ma première question en rapport avec l'actualité. Ces réunions incriminées dans les chancelleries. Vous avez évoqué ici que c'était autour de Martin Kobler, d'un côté des personnalités de la majorité, de l'autre des personnalités de l'opposition. C'était pourquoi faire? Vous parliez de quoi? Non, moi je pense d'abord qu'on ne devrait même pas y revenir. Pour la simple raison que je ne pense pas que ces réunions-là, dans la forme qu'elles avaient prise, on devrait commencer à les médiatiser. C'est regrettable. En principe, c'était des réunions d'échange. Quand vous allez à une réunion d'échange, si vous devez venir à la télévision pour commencer à dire à quoi ça rimait, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Moi, je pense que l'esprit de ces réunions, ce n'est pas ça qu'on peut contester, parce que nous avons besoin d'échanger. Maintenant, ce que je crois la mise au point qui a été faite, c'est de dire qu'il faut recadrer ce travail-là de bons offices, à quoi ça consiste. Je pense que c'est cela.
Et j'espère que dans les jours qui viennent, puisque c'est une résolution des Nations Unies, on pourra bien clarifier à quoi consiste cette mission des bons offices. Et justement, comme je vous ai dit, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut trouver la réponse. C'est à l'intérieur. C'est nous qui devons savoir, nous, élite congolaise, est-ce que nous sommes dans l'infantilisme où nous pensons que les autres vont trouver des solutions à notre place, ou bien nous pensons simplement que les autres peuvent nous aider aussi avec des idées, sans être les arbitres de notre système. Vu qu'ils vont mettre la main à la poche pour contribuer au budget des élections, et l'adage dit que c'est celui qui paye qui commande. Bon, je ne sais pas si dans le domaine électoral, cet adage fonctionne. Je vais vous dire qu'il y a une résolution des Nations Unies qui balaye cela en disant que si vous soutenez un processus électoral, bien vous le soutenez en soutenant aussi l'intégrité électorale. Donc vous ne venez pas imposer vos points de vue. Et je ne pense pas qu'il y ait une intention au niveau international de le faire. J'ai dit simplement que peut-être qu'il y a une offre congolaise de vouloir leur faire jouer un rôle qu'ils ne veulent même pas jouer. Okay. Donc je pense que, à mon humble avis, n'essayons pas de dévier ce débat pour nécessairement l'amener vers les autres. Posons-nous la question nous-mêmes, quelles sont nos attitudes? Est-ce que nous sommes extravertis? Ou bien nous savons que nous sommes dans un monde qui est village planétaire, c'est-à-dire un rendez-vous de donner et de recevoir, ou alors nous-mêmes, nous devons commencer à nous dire qu'est-ce que nous amenons à ce rendez-vous de donner et de recevoir. Donc moi, les rencontres au niveau international, au niveau national, j'y participe, mais j'y participe en amenant la position de la CENI. La CENI a un organe de décision. Je ne pourrais jamais participer à une réunion où je viens troquer les décisions de la CENI, ce n'est pas mon rôle. D'ailleurs, j'aurais outrepassé mon rôle. Cela étant, je suis ouvert aux échanges, et des échanges structurés. On termine par cette question. Quelle relation avec le cardinal Mosengo qui ne cache pas sa face d'opposant? Non, depuis quand le cardinal a déjà montré une face d'opposant? Je ne crois pas. Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas que Soros, c'est lui le plus grand prélat catholique congolais, archevêque de Kinshasa. Je crois que son premier rôle, c'est de diriger l'archidiocèse de Kinshasa. Et j'ai de très bons rapports avec lui. Je n'ai jamais de problème avec le cardinal. On a terminé, une conclusion. Je pense que l'heure des élections a sonné, comme nous l'avons l'habitude de dire. Nous avons, à l'intention du peuple congolais, publié le premier calendrier d'un cycle qui va durer 3 ans, 2014, 2015, 2016. Nous invitons le peuple congolais à s'approprier ce processus électoral. Que chacune, chacun donne le meilleur d'elle-même et de lui-même selon sa mission. Nous avons l'administration électorale, nous-mêmes, nous devons commencer par nous-mêmes. Nous avons une lourde mission, nous devons remplir cette mission avec intégrité, professionnalisme et efficacité. Mais nous avons aussi les autres parties prenantes, la justice électorale, la sécurité électorale, les électeurs, les candidats et partis politiques, les médias avec leur organe de régulation des médias et toutes les autres composantes de la société. Je pense que voilà un aéropage d'acteurs appelés à jouer un rôle majeur dans ce pays pour que les élections deviennent une fête et non un drame, la fête de la démocratie. Merci beaucoup,
Abbé Apollinaire Malou, président de la commission électorale, d'avoir accepté notre invitation. Juste en passant, c'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision depuis une année, depuis votre prise de fonction officielle. Bon, je pense que comme interview, oui. Sur un plateau de télé. Sur un plateau de télé. Et la raison est simple. Pas les interviews minutes dans les couloirs. Non, et la raison est simple. Il y a un temps pour tout. Il y a eu le temps où il fallait préparer. Ce que j'expose aujourd'hui, c'est le résultat d'une année de travail intense. Et je voudrais profiter pour remercier tous les membres et cadres de la CENI qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous arrivions à ce moment où nous pouvons avec certitude vous dire que les élections auront bel et bien lieu et ça ouvre la voie. Vous me verrez maintenant régulièrement parce que le peuple congolais a droit à une information électorale saine, régulière, rigoureuse et transparente. Merci, c'en est fini pour ce tour d'horizon de la mise en place des élections qui auront lieu de 2015 à 2016. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis chez vous. À très vite. Ô Tam-Tam, fais retentir l'appel pour que cette nation continue sa marche, qu'elle arpente les sentiers de la gloire des terrains vagues au bitume asphalté, qu'elle sache que sa force détient les attributs de la victoire. Indépendance. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante. Sisi, Tueto, Beto, Bisso. Dans une attitude de profonde humilité, j'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants.